Il lui crache dessus, Oh. carrément, devant tout le monde. Mmh. «Rentre chez toi, tu me fais la honte!» Mmh. Et moi j'étais, devant cette scène, j'étais paralysée. Je pouvais pas croire ça. Comment tu peux faire ça à une femme avec un enfant? J'ai eu la grâce d'être maman de 2 enfants. J'ai une fille, Jasmine, qui aujourd'hui a 19 ans, et Pierre. La société d'aujourd'hui nous encourage à la compétition, à se battre pour sa place, pas de donner sa place. Bonjour Luminita, Bonjour. merci, de participer à cette entrevue pour, la revue adventiste. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Merci pour l'invitation. Qui suis-je? Ça, c'est une grande question, simple et assez profonde en même temps. Je suis, membre adventiste depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait ce choix, en me rendant toute seule à l'église parce que je proviens pas d'une famille adventiste. Hem, j'ai grandi dans une, famille des chrétiens protestants, mais non adventistes. Donc, mon intérêt pour le monde religieux, pour une vie spirituelle, n'a pas été, au contraire, elle a été bien encouragée par ma famille. Et donc, j'étais toute seule, avec une, voisine encore plus petite que moi, de 11 ans. J'ai pénétré dans une église adventiste, et depuis je ne l'ai pas quittée. Mmh. Sur J'étais invitation ou par découverte? j'étais, informée comme quoi il y a une église adventiste, dans ma proximité, à une station de tramway. À notre âge, c'était quand même, courageux. Mmh. Mais, cette, invitation a persisté, dans ma tête. Cet encouragement, orientation d'aller vers cette église que j'ai franchi le pas et donc, merci Dieu, ça m'a beaucoup plu et ça a, comblé un vide ou un une nécessité. OK. Et comment est-ce que ta famille a réagi à cette, implication de ta part dans l'église Ah, adventiste? c'était assez facile, comme je disais, assez naturel. J'ai grandi dans une, famille dont, la place de l'autorité, divine, était bien reconnue. Mmh. On priait à la maison, on lisait assez souvent la Bible. C'était, le livre le plus précieux. Mais oh, une éducation, un accompagnement, dans la découverte de cette divinité, de cette autorité, je l'ai pas eu de la part de mes parents. Donc, ma famille m'ont bien encouragée, ils ont été même fiers: «Oh, Lominita, elle va souvent à l'église». Mais, le fait que je devrais, manger séparément. Les samedis, je ne pouvais pas les aider dans les tâches ménagères. Ça a posé, les premiers conflits, Mmh. mais pas si grands, de m'empêcher de, poursuivre ce chemin. Le grand, la grande, hem, provocation, si vous voulez et la situation la plus, difficile pour eux,
ça a été quand j'ai, exprimé, ma volonté de prendre le baptême. Mmh. J'étais mineure, il y avait un représentant de l'Église, un ancien, le plus ancien d'ailleurs, qui est venu et qui a parlé avec mes parents. Et mon papa, il disait: «Bah, écoutez, au lieu de la savoir, dans une discothèque ou je sais pas dans quel, hem cadre, dans quel groupe dangereux, il faut mieux savoir ma fille dans une église. Mmh. Donc ils ont ils ont bien accepté, ils m'ont encouragée et ma maman m'a accompagnée, lors d'un baptême qui a été dans un grand il faut peut-être préciser avant tout, je suis originaire de Roumanie, je suis roumaine et à l'époque, il y avait la grande évangélisation de frère Tucker. Et on a fait le baptême dans un grand, basin ou bassine? Bassine. Bassine, Mmh. à Bucarest où il y avait une centaine de personnes, baptisées. Ma maman, elle était sûre qu'elle a vu un pigeon qui a touché l'eau et que la présence du Saint-Esprit était là. Donc c'était quand même un moment assez émouvant et assez parlant. Ils ont toujours apprécié ce choix, mais aujourd'hui, ils sont pas des adventistes, ils vont plutôt dans une église des pentecôtistes. C'est là qu'ils trouvent, un peu plus de chaleur Mmh. fraternelle et Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a attiré chez les adventistes? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'église ah! adventiste? Merci pour cette question. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, j'ai toujours eu soif d'apprendre et quand j'ai ouvert l'église, la porte de l'église adventiste, je me croyais dans un centre culturel. Parce qu'il y avait la chorale, il y avait des psaumes, des programmes avec les enfants, des poésies, toute une activité qui était dédiée aux enfants, mais tout sort des actions, très enrichissants sur tous les plans. On prenait même, des cours de cuisine, le respect, une hygiène de vie a été encouragée et ça m'a attirée. À Mmh. part les prophéties de l'Apocalypse, dont j'ai participé avec tout mon sérieux, mais avec une petite capacité à 12 ans, je comprenais rien. Mais ce qui était important, c'est que je sois là-bas, que je zappe aucun rendez-vous. Mmh. Donc c'est ça que j'ai apprécié le plus et ce qui m'a fait qui m'a plu le plus, c'est de pouvoir participer à cette, richesse, à cette diversité des activités que l'Église adventiste proposait. Mmh. D'accord. Et aujourd'hui, tu es donc membre du CA d'ADRA France. Oui. À quel moment tu as commencé à t'engager dans l'aspect humanitaire? C'était en 2016, à l'époque de Mario Oliveira, il me semble, un directeur exécutif. Il a été de passage dans notre église, à Vincennes, il a parlé de l'engagement. J'avais, à cœur justement la communication. Je voulais apporter, contribuer avec mes, connaissances dans ce, cadre-là et donc j'ai, proposé ma candidature qui a été retenue et depuis, je suis vraiment, heu, reconnaissante envers Dieu parce que, Adra a un poids, a une, légitimité d'intervention et une, reconnaissance au niveau Mmh. international. Ce que je crains aujourd'hui et à l'époque quand j'avais compris ça en 2016, c'est que je vivais dans une ignorance qui était, honteuse.
comment se fait-il que jusqu'à 2016, donc j'avais, je sais plus, 30, 32 ans, heu, je j'avais pas cette connaissance et je ne me suis pas investie jusqu'à cet âge-là. Mmh. Alors que, qu'il s'agit, à titre individuel au nom de l'Église, on cherchait à droite à gauche d'autres associations et en fait, on essayait de réinventer la rue alors que la rue, elle était bien solide, bien construite et c'était un moment de découverte et de honte en même temps. Comment se fait-il que jusqu'à cet âge-là, je ne connaissais pas Adra, alors qu'elle est bien présente en Roumanie, en France Mmh. et c'était inexplicable, presque impardonnable. Mais j'essaie de récupérer, comme il dit Proust, hem, Acheter le temps? voilà, Mmh. de récupérer le temps perdu, à la recherche du temps perdu et j'essaie de faire de mon mieux, m'investir. Donc c'était pour 2 mandats en tant que membre du CA. Lors de l'analyse, de la construction d'une nouvelle stratégie, ADRA France, on s'est rendu compte qu'il manque, les jeunes, que ce passage, intergénérationnel n'est pas vraiment, assuré Mmh. et à l'époque, je me suis dit qu'il faut, motiver, il faut sensibiliser, les jeunes, mais les jeunes, au plus jeune âge, les plus petits et c'est comme ça que, j'ai pensé à un programme, qui s'appelle aujourd'hui Adra Kids et qui propose des activités pour les enfants, mais pas exclusivement, pour les enfants, mais avec l'aide des enfants. C'est-à-dire qu'on forme, on donne aux enfants qui souhaitent apporter leur aide, cette possibilité et ça a marché en 2020, justement pendant la Covid. pandémie. J'avais perdu mon job, mon travail. Je me suis dit: «Il faut que je valorise ce temps» Mmh. et c'était le moment de créer une antenne à Massy où j'habite et c'est très bien parce que, tout autour de Massy, il y avait à l'époque 4 bidonvilles. 4 bidonvilles, cela veut dire plus de 200 personnes. Mmh. Plus, beaucoup plus, 300 plutôt, avec les enfants, les familles et les enfants. Donc beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes de tous les âges et Dieu m'a accompagnée parce que il est important quand on a une envie de faire quelque chose et même quand on ne voit pas comment arriver à ça, il est important de commencer. Mmh. Parce qu'après, le chemin s'éclaircit s'éclaircit et c'était le cas pour Adra Kids. Nous avons commencé, avec ces enfants de bidonville et petit à petit, nous avons intégré des enfants de la ville et aujourd'hui, Adra Kids, en fait, s'adresse à tous les enfants. Mmh. Que ça soit, des enfants en besoin d'accompagnement, en besoin d'aide, en situation précaire ou des enfants de la ville, des enfants de nos églises qui souhaitent justement passer de la parole à l'acte. Mmh. Et aujourd'hui, nous avons monté, des spectacles, de Noël. Par exemple, ce décembre dernier, nous avons été dans un foyer, des mamans seules avec leurs enfants. Il y avait plus de 200 enfants et nous avons très bien, été accueillis. Les enfants donc la petite chorale Adra Kids est composée encore une fois des enfants de bidonville avec ceux de la ville. L'idée c'est quoi? C'est de passer de la situation, de demandeur de l'aide dans la situation d'offrir de l'aide Mmh. et ces enfants de bidonville ont eu la possibilité de chanter devant un public
Ils ont eu la possibilité de participer parce qu'ils ont écrit, préparé des cartes, de vœux. Et donc, ces activités, sont pour construire leur estime de soi, pour se rendre utile à la société. Et ça c'est vraiment très important pour eux parce que les enfants, il y a aussi ce besoin d'avoir, hem de faire partie d'une communauté, d'apporter, de faire partie d'une équipe. Et je me suis rendu compte que moi, en tant qu'adulte, ou toi, David, ou n'importe quel adulte qui souhaite accompagner ses enfants en situation précaire, peu importe notre amour, notre disponibilité, notre envie de l'accompagner, on va jamais, mais jamais remplacer un copain de son âge. Mmh. Cette idée de les mettre ensemble avec des enfants, de la ville, des enfants de l'école, hein, parce que ce sont des camarades de classe, parmi eux, c'est plus que nécessaire. Ça comble en fait leurs besoins. Mmh. Puis après, pour ceux de la ville, nos enfants, disons ordinaires, ont aussi l'occasion de connaître une autre réalité de la vie. Si je m'approche d'un enfant, de bidonville et je sais dans quelles conditions il vit, je vais plus avoir, l'envie de me moquer de ses chaussures plein de boue Mmh. ou de ses vêtements qui sentent la fumée. Hem Ou parce que, les mains ne sont pas si propres que les siens, on comprend mieux. Mmh. Et ça, c'est une forme aussi de lutter contre le harcèlement scolaire. Heu, donc aujourd'hui, Adra Kids répond à des besoins, heu, des enfants en situation précaire, mais des besoins de notre société dans son Ensemble. Mmh. ensemble. On apprend à vivre ensemble, on apprend à apporter notre aide ou à être, heu, utile, me rendre utile, peu importe, ma situation de vie. Mmh. Vous voyez? Donc c'est une double dimension. C'est une éducation, qui englobe en fait les enfants de notre Mmh. société, peu importe d'où vient. Et ce qui est très, touchant, rassurant et ce qui me motive, c'est que les parents des enfants de la ville, ils ont bien compris cela. Ils ont apprécié cette initiative et eux, à leur tour, ils ont commencé à demander: «Qu'est-ce qu'on peut faire nous Mmh. aussi? Est-ce qu'ils ont besoin, ces enfants de bidonville? Est-ce qu'ils ont besoin des vêtements? Est-ce qu'ils ont besoin, éventuellement de quelques heures de ménage?» Donc en fait, c'était ça la stratégie. Créer une nouvelle génération ADRA, pas avec les jeunes familles, mais avec les enfants des jeunes familles. Parce qu'à travers les enfants, on va parler à leurs parents Mmh. aussi. Et c'est le cas aujourd'hui. Ces enfants des bidonvilles appartiennent à une communauté souvent discriminée, marginalisée. Comment ont-ils accueilli justement, ta présence et comment es-tu entré en contact avec eux? Oui, c'est une population à part parce que ce qu'il faut savoir, il ne s'agit pas juste d'une population en situation précaire. C'est beaucoup plus que ça. Ils sont dans et je le précise bien dans le livre que j'ai écrit, ce sont des personnes qui eux-mêmes ne se donnent pas une chance. D'où la place et la responsabilité d'Adra, porteur de lumière et de l'espoir, c'est de leur dire
toi aussi, tu es comme moi. Toi aussi, tu peux être comme moi, enfin devenir, hem, avoir une place dans la société, sortir de ces conditions-là. Ce qui est difficile, c'est que c'est à la fois la mentalité des autres personnes qui les entourent, mais le plus difficile, je me suis rendue aujourd'hui, c'est leur propre mentalité sur eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que de d'accéder à une vie, à une instruction, donner ses enfants à l'école, c'est pour une partie, pas pour tout le monde, c'est comme si tu, renies ton identité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, cette population a subi une période d'esclavage pendant 100 siècles Mmh. sur le territoire roumain. Après abolition de l'esclavage, ils ont été bien libres sur les papiers, mais dans les rapports, il y avait pas d'accompagnement vers une intégration, il n'y avait pas des moyens pour vivre comme un homme libre. C'est-à-dire que officiellement, ce sont ils ont été des personnes libres, mais ils ont revenu à leur maître pour pouvoir travailler la terre, pour pouvoir, vous voyez. Donc, et cette mentalité des personnes qui ont besoin d'être aidé, de ne pas être acteur de sa propre vie, ça a été, perpétué malheureusement. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, et c'est ça qui est intéressant. Moi personnellement, je suis d'origine d'ethnie rom, D'accord. mais personne ne m'identifie à ces origines, enfin presque, sauf si, je choisis de parler de ça. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en Roumanie, les Roms qui ont été, intégrés dans la société, hem et qui n'ont pas des, éléments distincts, qui tient à une, certaine tenue, hem, qui parlent pas la langue. Moi, je parle pas la langue roumanie. Pourquoi? Parce que mes parents ont voulu, justement, me faire assimiler par la majorité ou oublier cette identité et d'avoir un futur autre que la plupart des Roms, Mmh. ont eu. Et donc, pour revenir, les Roms et Roumains sont un peu mixés. En fait, c'est la bataille entre une identité, heu Ou l'autre? une Mmh. identité, héritier et une identité assumée. Mmh. Parce que ni, point de vue physique n'est pas tellement visible, vous voyez? Sont un peu plus mat de peau, mais, Mmh mh. i ce sont des Roms qui sont blonds, les yeux clairs, donc le physique n'aide pas à pouvoir, Séparés l'un de l'autre? séparer l'un de l'autre. Mmh. Hem, mais pour revenir, hem, Est-ce que justement c'est ce lien de parenté oui, qui t'a facilité le fait d'entrer en contact avec, cette communauté ici à Massy? j'ai pas mal, fait, référence à plusieurs reprises. Je suis rom comme vous, mais ils m'ont regardé Mmh. très, «Mais non, je crois pas», enfin, c'est difficile, que je sois rom ou roumain ou français, ce qui est important, c'est qu'on sent, en fait, la motivation, la sincérité et vraiment vouloir se sentir aimé et apprécié. Mmh C'est mh. ça, respecté. Mmh. Et justement en 2020 tu prends conscience qu'il y a cette nécessité, Mmh, d'agir et de cibler, les plus jeunes. oui. Mais, comment es-tu passé de cette prise de conscience
à justement vraiment, entrer en contact? Est-ce que tu avais déjà des connaissances? Est-ce que tu t'es Ah! rendu sur place et tu leur as dit: «Ben voilà, je viens vous aider» et ça a commencé comme ça? Ah Comment non, le contact avec les Roumains, Roms qui vivent dans des bidonvilles a été depuis mon arrivée en France, c'est-à-dire mmh, en 2006. d'accord. J'étais toujours, attentif à cette, pourquoi je me suis dit, «Si moi je vais aider quelqu'un qui est en situation, précaire, une situation difficile, quelle légitimité ou quelle, justification je vais avoir si je m'occupe, de toutes les nationalités, mais pas de ceux qui sont les plus proches, Mmh, qu'on a partagé le même territoire, qu'on partage quand même la même culture, qu'on parle la même langue finalement. Heu, j'ai senti ça comme une priorité. Ça ne veut pas dire que les autres j'exclus, d'ailleurs dans notre classe, à Drakic, on a de toutes les couleurs, de toutes les, nationalités et c'est ça la beauté, mmh mh. c'était ça l'idée. J'ai senti ça comme une priorité. Déjà, c'était, à ma proximité et puis après, d'établir un lien, c'est plus naturel et ça devrait en tout cas être naturel parce qu'ils se méfient et je le précise aussi dans mon livre, ils se méfient. Ils ont confiance dans les Français, dans toute notre nationalité, mais pas en roumain. Pourquoi un roumain? Pourquoi pas un roumain? Parce que justement, ils ont quitté la Mmh, Roumanie pour se pour cacher un peu, pour se cacher ici. En Roumanie, ils font pas la manche, hein. mmh, Il faut savoir, ils vivent pas dans des bidonvilles. Ils ont des maisons un peu, presque à tomber, mais ils ont des maisons. Ici, c'est une période transitoire. Ils vivent comme ils peuvent. Ils font la manche, ils mettent de l'argent de côté justement pour réparer leur voiture, maison? leur maison, pour avoir un coup de pouce, vous Mmh, voyez? Hem et donc ils se méfient, des Roumains et ils ont bien raison. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un rejet, heu, très assumé de la part des Roumains. J'ai assisté un jour, j'étais en route vers la maison, c'était le boulevard Saint-Michel, le centre-ville, de Paris quand même, et il y avait un monsieur très bien habillé. De loin, on pouvait le considérer comme un intellectuel et une femme qui était assise devant, une station, métro. Il était là avec un enfant en train de, faire la manche et ce monsieur s'adresse très violemment, très agressif. Il lui crache dessus, ah oui. carrément, devant tout le monde. Mmh, «Rentre chez toi, tu me fais la honte!» mmh, Et moi j'étais, devant cette scène, j'étais paralysée. Je pouvais pas croire ça. Comment tu peux faire ça à une femme avec un enfant? Et je me suis dit: «Qui rend la honte dans ce mmh, tableau-là?» J'avais la honte de ce concitoyen parce que en parlant roumain, j'ai bien compris que c'est un roumain, mmh. qui crache dessus, devant tout le monde: «Rentre chez toi, tu me fais la honte». C'était, révoltant. Révoltant. C'était vraiment, honteux Mmh mh. et si vous voulez, je peux m'associer, enfin je peux, dire que je suis une Roumaine comme cette femme qui fait la manche, plutôt une Roumaine comme ce monsieur qui crache dessus. Mmh. Vous voyez un peu la Tout à différence? fait. Et ce que ça veut dire pour moi la Mmh. honte? Donc, ces situations sont vraiment, abominables et inexplicables aujourd'hui, après tant d'éducation, de civilisation, heu et normalement, on peut penser,
Moi, j'y croyais que ça peut être, ces valeurs de l'humanité ou chrétiennes, plus précisément, peuvent être transmises d'une génération à l'autre à condition qu'il y a toujours des adultes, des responsables, enfin des citoyens responsables à s'assurer que cette transmission est assurée. Mmh. C'est pour ça qu'Adra Kids propose des actions pour les enfants, pour ne pas oublier les valeurs humanistes, chrétiennes. La société d'aujourd'hui nous encourage à la compétition, à se battre pour sa place, pas de donner sa place. Mmh. Hem, il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça et cette éducation ne se fait pas, ne se résume pas à un set de lois. D'où les conflits d'ailleurs Mmh. aujourd'hui d'appliquer la loi. Hem, Adra Kids a aujourd'hui, une importance, centrale dans nos sociétés. Nous sommes, face à des actes de violence, heu, comme jamais auparavant. On entend souvent des suicides, on entend des actes d'agression jusqu'à rendre à la mort la victime, des choses qui ne se passaient pas avant. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas parce qu'on sépare les enfants, on veut être les plus compétents et on laisse ceux en situation précaire de côté. C'est pas parce que nous sommes justement dans cette société consumériste de compétition qu'on n'a jamais assez, qu'il n'y a pas la place pour l'autre. C'est que pour moi et de plus en Mmh. plus pour moi et pour moi. Nous sommes responsables en tant que Mmh. parents, en tant qu'adultes, en tant qu'Église. Nous sommes responsables à veiller justement à ces valeurs. Le plus tôt on transmet ces valeurs, le mieux. À Oui. travers, ton action, tu as pu aussi entrer en contact avec les autorités de la ville? Avec des personnalités? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, nous avons une très bonne relation avec, madame, la maire adjointe à l'éducation. Elle est bien au courant de ce qui se passe ici. Nous sommes, encouragés, appréciés. Nous avons à notre disposition une salle municipale pour pouvoir, mettre en place toutes ces actions. Monsieur le maire également, connaît très bien notre spécificité à nous, c'est-à-dire de mettre des enfants de la ville avec ceux de bidonville. J'ai été invitée, dans une école où, invitée par la directrice de cet établissement scolaire, où ils accueillent, des enfants de bidonville, et cette ouverture, disposition de comprendre leurs spécificités, leurs besoins d'un accueil spécifique, personnalisé, c'est touchant. Mmh. C'est-à-dire que, il y a dans notre société des personnes qui il y a cette bonne volonté de donner, heu, le cadre adéquat à ces enfants. Il y a eu aussi une très bonne, relation avec le club d'handball à Massy. Nous avons eu pendant 2 ans une équipe d'handball, Adra Kids, qui était sur la même composition, enfants de la ville avec ceux de bidonville, ce qui est très c'est une méthode très, efficace. Pourquoi? Parce que, ces enfants-là, ont été mis ensemble et avoir un but commun, de gagner le match. Mmh. Donc c'était plus, celui de bidonville, c'était plus, je sais pas, celui du quartier, hem, mal vu,
C'était mon équipe et on voyait, cet esprit d'équipe qui, petit à petit, c'était pas évident au début. Parce qu'en fait, ceux de la ville avaient, dans leur mission, le souci, d'avoir des chaussures pour tout le monde. Donc ils ont fait un don de leurs chaussures pour avoir, ceux de bidonville, des chaussures propres pour accéder à la salle. Ils devraient se soucier, s'il y a une bouteille d'eau pour chaque enfant de bidonville, s'il y a, ils ont leur t-shirt, donc c'était pas évident au début. Mais à la fin, j'ai eu quand même, des réactions qui étaient en accord avec cet objectif. C'est-à-dire des enfants: «Oh, on a oublié l'eau. Oh, on a oublié» et ça, c'est vraiment très satisfaisant de voir que ces enfants-là de la ville se préoccupent de ceux qui n'ont pas des parents, parce que c'est ça leur enfin, la particularité. Non pas derrière les parents qui disent: «Oh, n'oublie pas tes chaussures propres, n'oublie pas». D'ailleurs, on leur donnait pas leur équipement, avec eux, on les gardait. D'accord. Nous avons eu les appréciations de monsieur le maire. Il a été, au lancement du livre. Il a bien noté, ses besoins. Heu, il nous a assurés de tout son support. Après l'ex-maire de la ville, qui a été pendant 2 mandats le vice-président du Sénat et aujourd'hui il est sénateur de l'Essonne, parce que Massy fait partie du département de l'Essonne, qui, a bien apprécié, qui a recommandé, moi en tant que personne, mais tout ce programme qui a été implémenté au nom d'ADRA Kids comme étant un projet pilote. Il recommande d'être, implanté dans d'autres, villes où il se trouve, cette population, ce besoin. D'accord. À Massy, il n'y a pas d'église adventiste, mais à travers les actions d'Adra et d'Adra Kids, tu as pu, rassembler une communauté de croyants, dans cet objectif d'aider. Est-ce que tu peux témoigner un petit peu justement de comment petit à petit, ça allait au-delà de l'humanitaire pour aussi toucher à du spirituel? C'est très beau parce que, quand j'ai pris la décision de créer cette antenne, j'ai jamais eu, idée de ce qu'elle peut apporter en tant que visibilité et impact dans ma ville. Hem, je communique beaucoup autour de ces actions. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir, d'avoir cette, visibilité, de communiquer autour de ces actions, de sensibiliser, pouvoir accéder à des personnes qu'on ne les connaît pas. Enfin, et les réseaux sociaux nous fait, ce sont des supports qui sont très, importantes, sont gratuites, sont très faciles à poster. Durant mes activités, j'ai toujours eu cette souci de communiquer, d'informer, de sensibiliser et j'ai eu la belle surprise qu'un jour, un monsieur me contacte, via la messagerie Facebook en me demandant si je ne serais pas intéressée de récupérer des produits alimentaires non halal. C'était qui ce monsieur? C'était le maire adjoint à la ville, chargé, du transport à l'époque parce qu'il a changé de mandature, et le secrétaire général de la grande mosquée de notre ville. Ah bah, Ah, j'étais très, très contente. Bien sûr que j'ai accepté. J'ai fait la même chose avec, les fruits, des fois en très grande quantité. J'ai partagé avec mes frères et sœurs musulmans. mmh, Donc, une relation extraordinaire qui s'est faite.
Ce monsieur qui est toujours maire adjoint à la ville et secrétaire de la grande mosquée, il faisait partie d'un comité interreligieux de la ville et il me dit: «Bah, tiens», parce qu'il m'a posé la question: «Qu'est-ce que ça veut dire ADRA?» et bah, Agence de développement et sécurité adventiste. «Ah bon? Et qu'est-ce que ça veut dire adventiste?» Et c'est comme ça qu'il a appris que je suis chrétienne protestante et il m'informe sur un pique-nique interreligieux qui a lieu une fois par an et qui regroupe des représentants de chaque, église, chaque culte religieux de la ville. Et pour la première fois, il y a 4 ans, j'ai participé où la présence adventiste, était assurée grâce à ces actions ADRA Mmh. finalement. Et là-bas, je rencontre directeur du centre Cèdre, monsieur ou frère, Marc Dereux, qui connaissait très bien notre président, de l'union, Ruben, Abreu, qui connaissait très bien Radra, Philippe Aurouz d'ailleurs. Ah bah, j'étais très bien accueillie, je vous assure. Et c'est comme ça que, à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a des adventistes dans la ville et à travers, ce réseau-là, je m'aperçois qu'il y en a plus, d'adventistes à part moi et la famille Collin, que je connaissais. Il y a toute une communauté des adventistes à Massy, à Palaiseau, à Longjumeau, à Chili-Mazarin, partout et on s'est mis en contact, de bouche à l'oreille et aujourd'hui, dans les locaux des, Cèdres de l'Institut baptiste à Massy, il y a un groupe de prière des adventistes. Entre-temps, il y a l'église de Châtenay-Malabry qui a déménagé à Palaiseau et moi je suis convaincue que l'implémentation d'une église Massy-Palaiseau est plus que naturelle maintenant. Comme j'ai déjà précisé, Adra Kids est, proposé, afin de, assurer un passage, d'assurer la nouvelle génération Adra et donc je m'attendais à voir, un accueil et une participation des adventistes plus, plus conséquents. Aujourd'hui, j'observe un un une appréciation et une, participation des familles qui vont pas régulièrement à l'église, qui n'ont pas cette conscience, d'être, d'assurer aux enfants une éducation civique et morale, pas des notions théologiques, hein. Mmh. Parce qu'on sait bien répondre à notre école de Shabbat, qu'est-ce qu'il est bien faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui se doit faire en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais on ne donne pas la possibilité à nos jeunes, à nos enfants, à le faire. Mmh. On n'est pas dans l'action, malheureusement, pas autant qu'on devrait être. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a à la fois les JA, les jeunesses adventistes, qui peut très bien encadrer nos jeunes et qui peuvent ouvrir les portes qu'au nom d'église, on ne peut pas l'avoir, et ou au nom d'ADRA. Nous avons été dans des, centres, ou des résidences seniors, foyers pour les mamans seules. Si on avait été, heu, au nom d'une église, la porte, je ne sais pas si ça aurait été ouverte, mais au nom d'Adra, au nom de l'aide, au nom des valeurs humanitaires, heu, Humaine. les jeunes, et nos enfants peuvent mieux trouver leur place. Mmh.
J'ai fait appel dans nos communautés à des enfants, pour rejoindre la chorale Adra Kids. Chorale Adra Kids veut dire chanter devant des personnes qui peut-être n'ont pas eu la possibilité depuis des dizaines d'années d'écouter une chorale. Nous avons envie d'inscrire nos enfants, nous les familles adventistes, dans les actions qui se passent à l'intérieur de nos églises et c'est bien. Mmh. Je ne dis pas, surtout pas, d'abandonner nos églises, mais c'est une grave erreur de limiter notre action, notre impact, notre apport et nos connaissances qu'à l'intérieur de nos églises. Parce qu'en fait, l'Église, les membres de l'Église, ce sont des porteurs de l'espoir. Si nous restons entre nous, nous oublions notre mission. Nous ne pouvons pas l'accomplir, en fait. C'est pas parce qu'on oublie. On n'oublie pas parce qu'on le dit tous les samedis à l'école de Shabbat. On rappelle ce que ça veut dire l'amour de Dieu, l'amour de nos proches. On le rappelle, mais c'est une théorie. Les jeunes, les enfants ont besoin de passer à l'action. Et à travers ces enfants, il y aura les jeunes familles aussi. L'idée, c'est de mieux collaborer, de Mmh. mieux s'ouvrir. Il y avait quand même une famille qui avait abandonné l'église et qui, grâce à cette annonce qu'on cherche des enfants pour faire partie de notre chorale Adra Kids, ils ont repris contact avec nous. C'est très courageux de leur part parce que c'était après une histoire assez délicate, Mmh. on va dire. Il y a une deuxième famille qui est venue justement, qui doit choisir entre les activités JIA et Adra Kids. Là aussi, ça mérite l'effort de parler et de discuter, de se coordonner justement, parce qu'il ne faut pas abandonner les JA ou il ne faut pas abandonner Adra Kids. Alors justement, si, une église ou si une famille voudrait, se lancer dans ce concept d'Adra Kids, Mhm. quels conseils donner pour commencer? Adra Kids n'existe pas en tant qu'identité juridique. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a besoin. Il y a tout un programme qu'on souhaite le mettre en place avec l'aide et l'accord de notre Seigneur pour l'éducation. Mais avant ça, je ne vois pas l'intérêt de donner une identité juridique à Drag Kids. Il suffit de penser à des activités qui parlent aux enfants. Rien que de mettre des enfants de tous les couches sociaux, on va dire, tous les horizons, de les inviter à une soirée jeu, c'est déjà accomplir la mission Adra Kids. Parce que c'est ça, vivre ensemble, hem, jouer ensemble. Rien que de jouer avec, un enfant de bidonville, c'est énorme pour lui. Mmh. Parce que le fait qu'il a l'amitié de quelqu'un qui vit, dans un bel appartement, heu, pour lui, c'est rassurant. C'est comme la main tendue: «Oui, tu peux être mon copain. Tu es aussi comme moi». Il ne croit pas l'enfant de bidonville, il voit la différence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il abandonne l'école. C'est pas parce qu'il l'aime pas. Bien sûr qu'il aime dans une salle bien chauffée, illuminée, quelqu'un qui lui parle et qui l'apprend. Il aime manger à la cantine, bien sûr Mmh. qu'il aime, mais il abandonne parce qu'il est découragé. Il est découragé par cette différence de statut social, enfin, les différences des habits, enfin, l'hygiène corporelle, par exemple. À propos, nous avons entamé une discussion sur un accueil plus spécifique, plus personnalisé. C'est pas difficile pour une
maîtresse d'école, de se dire: «Ah, dans ma classe, j'ai 2 enfants de bidonville». J'ai observé leurs chaussures qui sont pleins de boue. Si je fais un appel, ou si je regarde autour de moi, je vais mettre à disposition un panier des chaussures propres, Mmh. qui sont seulement pour l'intérieur de l'établissement scolaire. C'est faisable. Combien de chaussures nos enfants, ne les portent plus parce qu'ils ont grandi, mais qui sont en bon état? Mmh. C'est une mesure, facile. Il suffit de vouloir trouver cette solution. Pareil pour quelqu'un qui ne voit pas, ne peut pas recevoir la lettre du Père Noël parce qu'il n'a pas une adresse. C'est ça, une des spécificités de ces enfants-là. La maîtresse n'a pas eu quand même l'initiative de dire: «Ah bah tiens, pour toi, Giovanni», il y a un enfant de bidonville, «bah tiens, pour toi, je vais demander au Père Noël, écrire à mon adresse, je vais lui donner mon adresse, ou il peut bien t'envoyer à l'adresse de l'école». Mmh. Est-ce que c'est, de toute façon, la lettre est fictive, non? Mais ces enfants-là, ils n'ont pas le droit de rêver, même pas de rêver. Vous voyez? Donc, cette empathie, on reproche à nos enfants qu'ils ne l'ont pas, mais nous, en tant qu'adultes, on ne l'a pas. Parce que si un adulte, et je le précise d'ailleurs dans le trait d'union, si un adulte devant une classe n'a pas cet rapprochement, n'a pas cette idée, cette empathie, qu'est-ce que je vais transmettre devant toute une classe des gamins? Tu es condamné, à être, là où tu es. Il y a aucun moyen, il y a aucun, solution pour toi, mon petit. Et si demain tu viens pas à l'école, eh bah, tant mieux, ça nous pose pas des problèmes. C'est la réalité, hein, j'invente pas. Et l'enfant, il le ressent. Mmh. Il ressent s'il est attendu à l'école ou au contraire. Je comprends aussi la maîtresse parce qu'elle doit prendre du temps pour lui, qui est un décalage énorme. Une fille de 12 ans, elle ne savait pas quels sont les jours de la semaine en ordre chronologique, quel jour suit après lundi, par Mmh. exemple. Donc, je lui ai donné rendez-vous tel jour, telle heure. Mmh. Comprenait pas vraiment, vous voyez? Donc, je comprends la maîtresse de l'école. Mais il y a des solutions. Heureusement, il y a des solutions. Heu, on peut les aider et c'est dans ma responsabilité. Quand j'ai compris cette réalité, j'ai eu, en fait, connaissance de cette réalité, je l'ai senti comme un fardeau. Comment un enfant proche de moi quand même, dans un pays, développé, on a quand même, tous les moyens possibles de vivre dans une ignorance totale. C'est pas possible. Moi, je le sens comme une responsabilité et je pense qu'il est temps de se dire et encore les moyens d'agir. Mmh. Ne se réduit pas à l'argent. L'abbé Pierre, il disait, lors d'un discours devant une assemblée aux États-Unis: «Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin de votre amour». Mmh. En fait, l'aide que nous pouvons apporter à ces personnes-là ne se résume pas à l'argent, à implémenter des projets, acheter des crayons. Non, c'est surtout mon empathie, mon temps, ma volonté d'agir. Et après, tous les ressources vont venir. C'est une expérience que j'ai faite, c'est pas l'idéal, ce n'est pas, des belles paroles. C'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai commencé, j'avais
par exemple, besoin d'un local de stockage. J'avais rien. Cette moitié du salon était remplie des sacs, heu des cartons. Heureusement, j'ai un partenaire de vie, mon mari, qui est assez, qui m'accompagne, qui m'encourage. La famille aussi, heu, enfin les enfants, heu et merci Dieu, il a f suffit de parler à quelqu'un, qui a parlé à quelqu'un et qui aujourd'hui, je dispose d'un grand local de stockage dans un centre commercial abandonné et en attendant des projets, bah, il est à ma Mmh. disposition à titre gratuit. Ah bah, Et quand je parle autour de moi avec des associations qui sont implémentées depuis, des dizaines d'années, ne disposent pas mmh, d'un local pareil. Donc quand on souhaite, quand nous sommes disponibles, c'est tout ce qu'il faut pour accomplir la mission de Dieu. On bloque souvent parce qu'on considère qu'on n'a pas les ressources ou qu'on n'a pas les compétences. Mais la mission se résume, et je pèse mes mots, à notre disponibilité. Tout le reste, c'est Dieu qui fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, et on a eu, on sait, on connaît toutes les histoires des personnes qui ont impacté leur société, c'est parce qu'ils se sont rendus disponibles. Les compétences, le savoir-faire et les ressources sont venus après. mmh, Parce qu'après, c'est plus la mission de Dieu, c'est notre mission. mmh mh. Vous voyez? Donc, j'ai fait cette expérience. Je vous encourage de faire l'expérience, même si vous voyez pas comment arriver à tel objectif, le chemin s'éclaircit au fur et à mesure. À chaque pas qu'on fait, tout est préparé davantage. Tout, tout, vraiment. Et en regardant en arrière, en fait, oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça que j'étais en contact avec telle personne. Alors je te J'étais pose, tu as dit: «Ce n'est plus la mission de Dieu, c'est notre mission». Est-ce que tu voulais dire comme cela ou c'est à l'inverse? Ce n'est plus notre mission, c'est la mission de Dieu? c'est la mission de Dieu à Mmh, travers nous. mmh, Ce n'est pas notre mission avec l'aide de Dieu. Quand on calcule nos ressources, parce qu'à chaque fois quand on veut passer, aux actions humanitaires ou autres, heu, on se met tous à récolter de l'argent ou se soucier de nos ressources. Et une fois qu'on a ces ressources, ah bah, j'ai pas le temps. mmh, Mais pourquoi tu as demandé ces ressources si tu as pas le temps? Rends-toi disponible et puis après, il y aura toutes ces ressources. On n'aura pas de ressources si on n'a pas les disponibilités. Dernière, la plus récente, c'est pas la dernière, la plus récente expérience que j'ai fait. J'ai organisé, hem, une fête. Et avec nos membres adventistes, la plupart, enfin, disons moitié, bénévoles ADRA, moitié, juste des membres adventistes. Et je regardais, j'étais, à la caisse, d'un centre commercial, je regardais une grande pintade, une grande, comment ça s'appelle? Dinde de fin d'année, vous savez, que les Américains ont l'habitude de préparer. Je me suis dit: «Ça serait bien que j'achète un comme ça pour cette occasion, pour faire plaisir à mes frères et sœurs». Les ressources sont pas là parce que moi je suis, en cette période à la recherche d'un emploi, enfin, mais j'étais prête à faire quand même un effort. Le lendemain, je reçois un don des Dandes, mais un caddie rempli.
je sais pas, il y avait une vingtaine, mais énorme, 40-45 € chaque. Et je pouvais pas, dire que c'est pas Mmh. l'intervention divine, mais c'était pas la dinde que je voulais acheter, c'était pas pour moi et ma famille. J'allais pas acheter en comme ça pour moi. Mais quand tu demandes pour les autres, Mmh. comme, le miracle des pains, c'était pas pour la faim de Jésus et ses disciples, c'était pour la foule. Mmh. Quand on demande pour les autres, après il faut être prêt à distribuer. J'ai eu des dons que j'ai dû donner, à d'autres antennes, à la communauté des musulmans dans ma ville. Ça aussi, c'était une manière de rayonner autour, vous voyez? Heu, les ressources, il faut être là pour vraiment gestionner les ressources que Dieu peut te donner. Mais la vraie question qu'il faut se poser: es-tu disponible? Es-tu disponible? Le reste, c'est Dieu Mmh. qui s'en occupe. Alors ce sera la dernière question. Tu as écrit un livre, justement, Oui, pour pouvoir, raconter un peu cette histoire et oui. toutes les choses que Dieu t'a permis de pouvoir, mettre en place, de pouvoir vivre. Quel était l'objectif principal, justement, de ce livre? L'objectif principal, en fait, c'était, de satisfaire un besoin de témoigner, transmettre, à tout public, parce que je ne veux pas que ça reste entre nous, ce petit réseau des bénévoles qui sont à Adra. Et à chaque fois quand je parlais de ce que s'est passé tout au long de ces actions, il y avait d'autres interventions divines, d'autres miracles, d'autres expériences extraordinaires, comme des gouttes de grâce, comme j'ai nommé ce livre. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'oubliais, au fur et à mesure, j'oubliais le cheminement. Et puis après, c'est un témoignage sur la méthode que je propose. Cette méthode de pas seulement donner accès à l'instruction de ces enfants, mais ce besoin de les accompagner. Et s'il y a un besoin d'éduquer ceux de bidonville, il y a un besoin d'éduquer ceux de la ville aussi. L'éducation est nécessaire à tout enfant, peu importe le milieu d'où vient. On oublie souvent. On se dit: «Ah bah, s'il est, Dieu l'a implanté mmh, dans une famille des adventistes, heu, qui connaissent par cœur, des passages bibliques, qui ont des parents responsables et qui disent tous les jours, tous les samedis, surtout à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire?» L'éducation est faite. Mmh. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Moi, je trouve qu'il faut créer, ces expériences de vie, ce partage, le mettre en contact avec celui qui est en besoin. Pas seulement de se rendre compte de cette, triste, réalité de vie de certains, heu, pas en lisant, seulement en lisant. Il faut être en contact avec les gens, il faut être à leur rencontre et ça va enrichir la vie de chaque enfant, de chaque individu, mais nos églises aussi. Parce que j'ai bien peur que nous sommes restés à ce stade-là de théorie. Mmh. Le livre est un témoignage de combien les gouttes de grâce sont importantes. Nous sommes souvent, démotivés, en disant que: «Ah bah oui, mais 1 heure et demie, 2 heures,
une fois par semaine, tous les 10 jours, c'est rien. Ils sont dans un besoin extraordinaire, ils ont un besoin absolu, on va rien faire avec ça. Mais non, c'est faux. Il suffit pour certains d'avoir un regard, comme il dit, Victor Hugo, un regard, un instant, la main tendue, juste une phrase d'encouragement et les gens peuvent s'accrocher. Nous sommes porteurs d'espoir, mais l'espoir pour ceux qui connaissent l'espoir, c'est un peu un gâchis. Mmh. Il est temps de sortir de nos églises, pas de les abandonner, encore une fois. Il est temps de sortir, de s'ouvrir, parce qu'il y a un besoin de plus en plus de cet espoir, de cette main tendue. Et il ne se réduit pas à un sandwich. Je l'ai dit d'ailleurs. Il y a un monsieur qui me dit: «Madame, j'ai pas besoin de ta sacoche. J'ai besoin de travailler». Donc un accompagnement vers l'insertion. Un accompagnement vers la heu retrouver sa dignité. On a toujours dit: «Bah, tu sais que, faire la manche, tu sais que voler, Mmh. tu sais que» qui commence à se dire: «Bah, c'est moi, c'est mon Le identité». poids des mots. Bah, oui, Mmh. c'est une identité que je l'assume après et les enfants d'aujourd'hui, demain, ce sont des parents Mmh. sur le même bidonville. Ce sont des générations sur le même bidonville. Il faut qu'on le coupe par l'accès à l'éducation et plus que ça, l'éducation, pas seulement une instruction aux notions scolastiques non, scolaires, pardon. Heu, une éducation qui est basée sur les valeurs chrétiennes, l'amour, l'espoir. C'est ça qui aide à vaincre les blessures. Les blessures que nous, les humains, nous avons fait assez humains, finalement. Nous sommes responsables devant eux de retrouver leur dignité. Et puis après, il y a aussi, mais c'est plus dans le cadre d'ADRA. ADRA s'arrête à un aide humanitaire. Mais en tant que chrétien, il faut voir encore plus dans leur guérison, Mmh. de retrouver celui qui est mort pour eux, de retrouver celui qui peut donner la valeur à chaque être humain. Et la société aujourd'hui se partage, la maladie, si vous voulez, entre deux types de complexes, le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. C'est à la croix que les gens, tout individu, doit trouver ou retrouver sa valeur. Quand je me rends compte du sacrifice du Fils de Dieu, je connais ma valeur, je comprends ma valeur à moi, mais à celui, qui est à côté de moi aussi. Donc la vraie valeur et le vrai partage fraternel a le point central au pied de la croix. Si on a compris ça, on peut vivre, en paix, en sérénité, et on peut vraiment parler de l'amour fraternel. Si on n'a pas ça, c'est juste, bien éduqué, bien maniéré, savoir se comporter. Mais les vrais conflits sont, hem, apaisés au pied de la croix. Merci beaucoup pour, cet entretien. Merci beaucoup de nous inviter à être des porteurs d'espoir Merci. et c'est Pour l'appel que nous souhaitons faire en tout cas à nos lecteurs et à nos auditeurs. merci pour l'invitation, merci pour ce témoignage.